Parfait. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre 6e journée du bootcamp à la préparation de la certification Salesforce Associate. Il y a quelques jours, effectivement, c'est-à-dire il y a 2 jours, on a travaillé sur les objets. On a vu quels sont les différents objets qu'on contacte. On a vu effectivement les liens qu'ils peuvent avoir, OK, les différents liens qu'ils peuvent avoir entre les deux. On a parlé un tout petit peu aussi de tout ce qui est qu'est-ce qui est un objet standard et qu'est-ce qui n'est pas un objet standard. En gros, qu'est-ce qui est un custom. On a vu ce que c'est que les filtres, les champs, en gros, effectivement, l'endroit où on enregistre les informations. On a vu effectivement qu'il y a plusieurs types de champs. Big list, où effectivement, je déroule et je choisis ce qui me convient. Formula, où effectivement, le système va calculer selon une formule préalablement mise en place et donner l'information. Ou alors le roll-up, où effectivement, il va chercher l'info, additionner des nombres dans plusieurs champs et puis ramener dans un champ et avoir l'information complète. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur cette première partie qui concerne le data model, s'il vous plaît? Moi, j'avais juste une question, je sais pas si on va le voir après. Tu sais, c'est par rapport aux relations entre les objets. Comment tu définirais, la relation many to many? La relation? Many to many? D'accord. En fait, on l'a évoqué un petit peu dans relation. Vous me dites si vous voyez mon écran. Euh, j'ai vu ça où? Non, je ne l'ai pas ici. Non, c'est pas ici. Non, je l'ai plutôt ailleurs. Many to many, effectivement, ça veut dire effectivement que un objet peut avoir une relation avec plusieurs autres objets. Je l'ai vu quelque part encore ce matin, justement. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était dans le slide. Many to many veut dire, effectivement, voilà, il peut avoir plusieurs relations avec plusieurs objets. Un exemple serait quoi, par exemple? Si vous prenez, on va prendre quoi? On va prendre quoi? Euh, je réfléchis, hein. Euh, je réfléchis pour trouver un très bon exemple, hein, qui va illustrer cela. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu Par vois ce exemple, que je veux dire? si on est sur l'objet, formation, Oui, il aura une relation avec, l'objet, hem j'ai pas en tête les noms des objets, mais je vois parce que j'avais fait un parcours où on crée un centre de formation et en gros, il y avait, il y avait l'objet formation et puis il y avait l'objet, je sais plus comment ça s'appelait ça. C'est tellement vieux que c'est comme s'il y avait l'objet contact et puis oui, l'objet, compte avec aussi. c'est ça. En fait, effectivement, il y a une multitude de relations, en fait, avec différents objets. Il n'est pas, on va dire ça, exclusif. D'accord, et c'est ce qui fait que les données, si on saisit, par exemple pour un centre de formation, il y a un apprenant qui a pris une formation et ben, du coup, les données qui sont relatives à enfin, qui a acheté cette formation, elles vont se répertorier dans l'objet, hem, compte et l'objet, formation. Exactement. Ouais, OK. Voilà. OK. Tac. J'ai du mal avec le double écran. Je sais pas si vous voyez mon écran ou pas? Oui, Pas oui. encore. Ah, moi, je vois pas. Pas encore. Ça a dû sauter avec le double écran. Je le relance. Pas encore, hein. Pas encore une fois. OK, attendez. Ça devrait le faire maintenant. Tac, tac. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. OK. De mon côté. Là. C'est OK, bon, c'est parfait. bon. Parfait. Donc, du coup, comme on disait effectivement, au niveau de many to many, c'est vraiment le fait qu'un objet peut avoir relation avec plusieurs autres objets. Et forcément, s'il est impacté, ça pourrait entraîner un changement sur l'autre. Rappelez-vous effectivement aussi, on disait sur le lookup relationship, ils sont indépendants, d'accord?
Mais par contre, effectivement, ils sont liés, mais ils sont indépendants. Dans le sens où, par exemple, un compte est lié à un contact, mais par contre, on peut créer un contact sans un compte. La preuve, effectivement, si je viens dans Salesforce, vous voyez, effectivement, d'habitude, je suis obligé, quand je crée un compte, effectivement, si c'est une entreprise, je vais associer un contact, mais en fait, je peux créer tout simplement un contact sans avoir besoin de compte. Vous voyez effectivement que le compte n'est pas obligatoire. Donc, je peux effectivement créer Monsieur John Smith, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'une entreprise, en fait. Je peux le faire si je le souhaite. Donc, voilà. Et il est créé. Par contre, ça ne m'empêche pas de rajouter plus tard une entreprise reliée à ce contact-là, par exemple. Pardon. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de lookup. On est liés, mais par contre, je peux vivre ma vie sans toi. Parfait. Du coup, on va continuer dans notre lancée. On a parlé des fields, OK? Et là, maintenant, on va parler des layouts. C'est quoi le layout? En fait, tout simplement, vous avez remarqué que je vous ai présenté la page contact, la page compte, opportunité. Tout ceci, effectivement, a un layout. Un layout, c'est tout simplement comment est-ce que c'est arrangé, comment est-ce qu'on a placé les différents champs. Par exemple, vous remarquez, effectivement, quand on voit ce champ-ci, cet objet-ci, par exemple, vous voyez, on a mis contact owner sur la première ligne, on a mis mobile ici à droite sur la troisième ligne. Tout ceci, en fait, c'est ce qu'on appelle le layout. Et effectivement, ce layout-là peut être modifié. Ça dépend de tout un chacun. Aujourd'hui, effectivement, si EasyTraining prend Salesforce, Marianne peut me dire, ben, Marc, l'adresse mail, je le veux en premier parce que c'est l'info que je cherche à chaque fois que je vais sur un contact. Donc, du coup, on déplacera email et on le mettra en premier. Donc, ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le layout. Ça s'applique à tous les objets. Je prends l'objet, je prends une opportunité, pardon, un compte. Ça, c'est le layout du compte. Le page layout du compte. C'est littéralement comment la page est organisée. Vous pouvez voir, par exemple, qu'on a les cases ici, notes, et ainsi de suite. Pour les commandes, les opportunités, c'est pareil. Le layout des opportunités, voilà. Mais, effectivement, on peut modifier cela. Un page layout est modifiable. Comment modifier un page layout? C'est assez simple. Hein? Je vais juste déjà enlever ceci. Pour modifier un page layout, on vient juste dans Setup. On va rechercher l'objet en question. On recherche l'objet qui nous intéresse dans Object Manager. D'accord? Ici, c'est là où on suggère tous les objets, qu'ils soient effectivement custom ou standard. C'est ici que se trouvent tous les objets. Et effectivement, vous pouvez voir la petite remarque, petit objet. Voilà la liste des objets standards, ils sont tous standards. Je n'ai créé aucun objet en fait. Moi, je n'ai créé aucun objet qui est custom. Donc, tout cela sont standards. Donc, selon effectivement l'objet qui m'intéresse vis-à-vis de son layout, je vais prendre par exemple compte, account, et je viens sur page layout. Vous pouvez voir effectivement tous les autres composants de l'objet compte, par exemple, les règles de validation, les triggers, tout ce qui concerne le compte. Mais ce qui m'intéresse pour cette action-ci, c'est le page layout. Comment est-ce qu'est organisée la page de compte. Et vous remarquez qu'il me dit, mais Marc, j'ai 4 page layouts. J'ai le PH tout seul, j'ai le PH pour le support, j'ai le page layout pour les sales et pour le marketing. Parce qu'effectivement, selon les applications qu'on a dans Salesforce, on peut avoir différents layouts. Pourquoi j'insiste dessus? Ça veut dire effectivement que demain, si vous avez chez un client qui utilise, par exemple, Sales Cloud pour la partie vente et qui utilise Marketing Cloud pour la partie envoi d'email, vous pouvez paramétrer tel que l'objet compte soit différent selon effectivement ce qu'il veut. Il peut vous dire effectivement que pour Marketing Cloud, je voudrais seulement que quand on crée un compte, on renseigne le nom, l'email et le téléphone. C'est tout. À ce moment-là, effectivement, dans la page layout, on n'aura que 3 informations. Donc, on peut choisir le layout selon effectivement ce que l'on veut. Donc, c'est le account layout et voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement. Voilà votre layout qui est tout en bas ici. Hein. Dans l'info que vous avez ici dans un compte,
en fait, elle est détaillée là, en fait. Elle est là. Billing adresse, tout est là, en fait. Et effectivement, les champs qui sont là au-dessus, qui sont disponibles, je peux effectivement les renseigner. Je peux les rajouter. Je peux prendre deux. Voilà, et je vais rajouter, par exemple, account source. Je peux venir rajouter account source. Vous voyez, j'ai rajouté account source. La source du compte, pour savoir d'où vient le compte. Je vais les rajouter, comme je peux aussi l'enlever. Donc, je peux faire effectivement différentes manipulations. Je peux rajouter des trucs, les enlever. C'est ce que disait effectivement la dernière fois Marianne. Ce qu'on vous présente, on peut modifier, on peut changer. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas effectivement que ça va rester comme ça, mais on peut effectivement modifier, on peut le changer. Donc, tout ce que l'on peut faire, c'est, voilà, on peut faire les adaptations selon ce que l'on souhaite. Donc, voilà comme effectivement, je peux effectivement faire des modifications sur mon layout sans souci. Ça, c'est pour les sales, l'application sales. Account source, effectivement, on peut tout simplement drag and drop. Vous voyez effectivement que c'est assez simple. Hein? Je drag et je drop. Je n'ai pas besoin de faire du code. Pas du tout. Je drag et je drop. Je sauvegarde. Tout simplement. Je peux venir vérifier si ça a pris en compte. Tout simplement. Bon, on n'est pas dans une formation d'admin, mais voilà un peu à quoi ressemble le page layout, tout simplement. Des questions sur le page layout, s'il vous plaît? Oui, moi, je n'ai pas bien saisi. D'accord. Ici, OK, merci, Cécile. Marianne, à quoi va ressembler ton objet compte? D'accord? C'est ça à quoi répond la question du page layout. En d'autres termes, c'est à quoi est-ce que l'environnement-ci, c'est-à-dire la fiche compte, va ressembler? Qu'est-ce qui sera en premier? Est-ce que finalement, on aura plutôt le prénom du client en premier ou le nom? Est-ce que finalement, le site Internet, on ne le veut pas? Est-ce que finalement, l'industrie aussi, on ne le veut pas? En gros, c'est à quoi est-ce que va ressembler ceci? Regarde, par exemple, tout à l'heure, j'ai rajouté manuellement account source, la source du compte. Je l'ai rajouté manuellement. En gros, par exemple, si tu me dis, Marc, moi, je ne veux pas ça, ça ne m'intéresse pas. La source du compte ne m'intéresse pas, d'accord? Parce qu'effectivement, on n'en a jamais besoin. En fait, moi, je viendrai dans le système et je vais enlever la source du compte. Je l'enlève, là, je l'ai enlevé, je sauvegarde. Je peux vérifier effectivement que c'est bien enlevé. Comment je vérifie? Voilà, c'est bien là, donc du coup, c'est bien sauté. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai account source. Si je mets à jour, je vais dans le détail, ça n'a pas pris. Mais effectivement, account source ici va disparaître. Ça va disparaître normalement. OK. Voilà. En gros, c'est comment est-ce que ta page, si j'ai bien pris le bon compte, c'est comment est-ce que ta page, en fait, s'ajuste, en fait, selon tes besoins, tout simplement. Bon, va se présenter. Bon, c'est la présentation de la Exactement. page. OK, Voilà. c'est bon. Merci. Ouais, j'ai fait la mise à jour, ça n'a pas pris. Mais bon, anyway, c'est comme ça. Donc, du coup, voilà quoi, on qualifie le page layout. Il ne veut pas partir, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, effectivement, on a le record type. Très important aussi. Ça, vous allez le voir, ça c'est très important. Page layout, record type, c'est très important. Le record type, c'est quoi? C'est littéralement, en d'autres termes, le type d'enregistrement. En gros, avant de pouvoir enregistrer une information, quelles sont les informations que je récupère ou alors que je rentre dans mon système. Je vous prends un exemple. Pour pouvoir créer un contact, je remplis ceci, on est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le record type. C'est littéralement quelle est l'info dont j'ai besoin pour pouvoir valider mes éléments. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, selon qui est connecté, selon le rôle de la personne, selon l'application Salesforce qu'on utilise, le record type peut être différent. Concrètement, ce sera quoi? Aujourd'hui, on a une entreprise, effectivement, qui vend des téléphones et il répare aussi des téléphones. Souvent, on a des clients qui viennent acheter des téléphones, il n'y a pas de souci. Du coup, quand ils viennent acheter le téléphone, le vendeur de téléphone va ouvrir Salesforce, il va aller sur créer un compte, il va renseigner différentes informations. Ça, ce sera le record type du compte pour le vendeur dans Salesforce.
Et par exemple, il aura besoin de l'adresse physique, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Maintenant, on a des clients qui peuvent ne pas avoir acheté le téléphone chez le client, mais vont directement juste pour la réparation. Ils vont le service réparation. Et le service réparation va devoir créer un compte aussi. Mais ils utilisent l'application Service de Salesforce. À ce moment, effectivement, quand ils vont créer le compte, on peut faire en sorte qu'il y ait un différent record type. On peut dire à ce moment-là que quand vous créez le compte, il y a au maximum 5 infos dont on a besoin, c'est tout. Par contre, quand le vendeur crée le compte, il a besoin de 15 000 informations. En gros, selon que le client, que la personne qui vient réparer le téléphone ait acheté le téléphone chez nous ou pas, ben, du coup, l'enregistrement de son compte ne sera pas la même chose en fait. Donc, ça fait effectivement qu'on a un différent layout sur les comptes selon les services. Donc, par exemple, demain, on peut configurer tel que si Easy Training prend Salesforce, quand Marianne et Jordan créent les comptes, ils ont une vue bien précise. Par contre, quand Diran va créer un compte, il aura une vue bien précise. Par contre, les deux créent des comptes. Les deux groupes créent des comptes, mais de manière différente. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement le record type. Comme c'est écrit, ça donne la possibilité d'avoir plusieurs configurations de champs et pour choisir les éléments dans l'objet, tout simplement. Et on le paramètre selon les besoins. Selon les besoins. Par contre, ça reste le même objet, qui serait toujours l'objet contact ou contact, mais par contre, selon qui est connecté, selon quel service est connecté, ils ne feront pas la même chose. Ils ne verront pas la même chose. Par exemple, on peut décider que l'équipe service n'a pas besoin de renseigner la langue ou le niveau d'activité. On peut décider et on l'enlève. Mais à la fin, tous les deux, vous allez utiliser l'objet contact, mais de manière différente en termes d'enregistrement. Je dis bien enregistrement parce qu'effectivement, c'est record type, le type d'enregistrement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur le record type? D'accord. Donc, en gros, effectivement, on garde ce même objet, mais par contre, on ne voit pas la même chose. Parce qu'effectivement, on peut paramétrer tel que chacun voit des choses différentes. Donc, voilà pour le record type. Donc, comme je l'ai mentionné ici, par exemple, quand on crée une opportunité vis-à-vis d'une entreprise et une opportunité vis-à-vis d'un individu, on peut avoir deux types d'opportunités. Par contre, on est toujours sur l'objet opportunité, mais l'enregistrement des données ne va pas être la même quand il s'agit d'une opportunité vis-à-vis d'une entreprise, ce qu'on appelle le B2B, ou vis-à-vis d'un individu, ce qu'on appelle le B2C. Ça ne sera pas la même chose. C'est ce qu'on appelle le record type. Et c'est tout bon pour vous? On continue. Parfait. Et effectivement, il faut savoir que le record type, le page layout et les profils, mettons ça ensemble, effectivement, c'est ça qui fait en sorte qu'on arrive à travailler sur la visibilité. Parce que vous avez remarqué que le record type, c'est ce que l'on enregistre. Le layout, c'est à quoi ça ressemble. Effectivement, ces deux éléments-là déjà permettent de savoir qui voit quoi. Mais en plus de ça, on a ce qu'on appelle les profils. Mais on va en parler dès maintenant. Ça rentre dans la sécurité. Donc, là, on va commencer à parler de la sécurité dans Salesforce. Parce que vous avez remarqué, pendant ces précédents jours, on a beaucoup travaillé sur ce que l'on voit, ce que l'on peut faire, ce qu'on peut cliquer, comment est-ce que c'est composé. On a vu l'écosystème, la navigation, là, on a vu le data model. Mais on est d'accord effectivement que la question de la sécurité se pose. Comment s'assurer que les gens ne voient que ce dont ils ont le droit de voir? Par exemple, comment s'assurer qu'un collègue ne puisse pas voir les ventes de son collègue? Parce qu'effectivement, oui, ce ne serait pas intéressant de dire, vous êtes 4 vendeurs de voitures et vous savez exactement ce que font vos collègues. Non, il ne fallait pas le faire. Donc, du coup, comment masquer tel que moi qui suis vendeur, Jordan est aussi vendeur, je ne puisse pas voir les ventes de Jordan, effectivement, parce que ça peut créer des tensions au sein de l'équipe. Donc, c'est là où, effectivement, cette fois met en place des règles de sécurité qui sont sur diverses formes, dont on va parler maintenant. Oui, Jordan. Oui, j'ai une question concernant les ventes. Comment est-ce que Salesforce gère les ventes dans la mesure où
comment est-ce que Salesforce fait pour déterminer les ventes d'un vendeur et les ventes d'un autre vendeur? Est-ce que c'est à travers des ponts ou une toute autre Non, non, c'est stratégie? assez simple, hein. C'est assez simple. Je te prends une opportunité. Une opportunité, effectivement, c'est un projet de vente. Et si elle aboutit, effectivement, elle va ressembler à, éventuellement, elle sera close ici. En fait, c'est ici qu'on remarque ça, en fait. Opportunity owner. Ah, donc c'est en fait la personne qui a créé l'opportunité et si c'est close, ça veut dire qu'en fait que c'est lui qui a fait la vente. Donc, c'est ici, effectivement, qu'on sait. Donc, du coup, ce qui se passe dans le système, c'est que je peux paramétrer tel que, par exemple, moi, je ne peux voir que mes opportunités. Je peux paramétrer. Je ne peux voir l'opportunité de personne d'autre que les miennes. Je peux paramétrer effectivement ça, en fait. Ce qui fait que on va travailler tous dans le même système, mais personne ne pourra voir les opportunités de l'autre. C'est possible. Ok, j'ai une autre question. Oui, Jordan. Voilà. Dernièrement, on avait vu le fait que avec Salesforce, on peut enregistrer un prospect de manière automatique dans la mesure où, dans notre base de données, on a des prospects et que, on va dire, plusieurs personnes essaient de le convertir. Est-ce que ces trois personnes-là vont donc créer plusieurs opportunités, en fait? Non, normalement, ce n'est pas recommandé. En fait, le but, effectivement, de cette force, c'est de pouvoir travailler de manière conjointe. Donc, par exemple, si on prend ce prospect-ci, voilà un prospect. Si aujourd'hui, Marianne le contacte, effectivement, Marianne a le devoir de venir renseigner ici en disant contact, à appeler, non, coup de fil, un rendez-vous. Marianne, effectivement, est supposée renseigner ceci. Par exemple, elle est supposée le faire. Comme ça, si effectivement, moi je passe après, d'accord, je peux voir effectivement que Marianne a contacté le client, elle a laissé effectivement une tâche qui dit que je l'ai appelé et elle a laissé l'information. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de rupture d'activité commerciale et marketing vis-à-vis d'un client ou d'un prospect. Donc, au fur et à mesure que ça avance, ben, du coup, voilà, les gens vont pouvoir le faire. Maintenant, ça, c'est si effectivement tout le monde travaille sur le même prospect. Par contre, on peut s'attribuer des prospects. On peut dire effectivement que le prospect, Mrs. Phyllis Cotton, d'accord, elle a attribué à Marianne. Donc, il n'y a que Allô? Marianne qui Oh. va travailler ce prospect-là. Lead owner, propriétaire du prospect. Oui, dis-moi, Jordan. Cela veut dire que si plusieurs personnes travaillent sur un même prospect, on ne pourra pas attribuer une vente à une seule personne. C'est bien ça? On ne pourra pas attribuer à une seule personne, effectivement. On pourra Ok. attribuer, généralement, on limite, on se dit, qui est le propriétaire, c'est lui qui travaille dessus. Généralement, c'est toujours mieux comme ça. Qui est le propriétaire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois, ça a une approche beaucoup plus responsabilisation. En gros, c'est je m'occupe de ceci du début jusqu'à la fin. Mais par contre, ça ne m'empêche pas, par exemple, de dire j'ai commencé à travailler sur M. Philippe, sur Mme Phyllis Cotton, et elle m'a dit effectivement qu'elle connaît Marianne, qu'elles ont fait les études ensemble. Je dis, bah, c'est ça. Je réattribue prospect à Marianne, par exemple. Et Marianne peut continuer la conversation. Mais oui, effectivement, si vous travaillez à plusieurs sur un prospect, jusqu'à ce que ça y ait une vente, effectivement, je ne vais pas te cacher qu'on ne pourra pas savoir qui concrètement a participé à 50%, 70% pour la vente. On ne pourra pas. Parce qu'effectivement, chacun va dire qu'il a contribué. C'est vrai, chacun a contribué. Voilà pourquoi, effectivement, on est dans une approche honneur où c'est mon prospect, je le gère jusqu'au bout. Maintenant, si j'ai besoin d'aide, ben, je n'hésite pas effectivement à dire à mon collègue, si tu fais une action vis-à-vis de mon prospect, s'il te plaît, renseigne les informations, tout simplement. L'idée, c'est que si par exemple, Marianne a prévu d'appeler cette cliente-ci demain à 10h, malheureusement, Marianne ne peut pas venir au travail pour diverses raisons, il faudrait que derrière, Jordan puisse appeler le client. Il ne faut pas dire, ben, on n'a pas appelé le client parce que Marianne n'était pas là. Donc, c'est ça l'idée aussi. Donc, voilà. J'ai répondu à la question? Jordan? Peut-être. Oui, je suis là. Et demain, si j'ai répondu à ta La connexion question. dérange, je peux même, je suis là. OK, Oui, oui, c'est parfait. bon, merci.
OK. Donc, parlons maintenant de sécurité. La sécurité, effectivement, est un aspect très, 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 très important sur Salesforce. Très, hyper important même. Vraiment, c'est incontournable la sécurité parce que c'est la base de tout. Maintenant, pour pouvoir gérer la sécurité dans Salesforce, ils ont mis plusieurs types de modules pour gérer la sécurité, parmi lesquels les profils, les permission sets ou encore le sharing rules. On va les voir dans les détails. On va commencer par les profils. C'est quoi un profil? C'est tout simplement une possibilité de définir la permission d'un utilisateur sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il peut voir et ce qu'il ne peut pas faire. Simplement. C'est un peu comme aujourd'hui, on dit, on va créer chez Easy Training 3 profils. Un profil pour le management, un profil pour les collaborateurs et un profil pour l'accueil. D'accord? Et à ces 3 profils, effectivement, on va donner différents droits. Ils ne pourront pas voir les mêmes objets, ils ne pourront pas voir les mêmes champs, ils ne pourront pas modifier les mêmes informations. Donc, en gros, ça ressemble à quoi? Un profil dans Salesforce, on va voir concrètement à quoi ça ressemble. Je vais dans Setup, tout simplement. Dans Setup, encore je vous ai dit, n'hésitez pas dans le Quick Find, tapez juste ce que vous recherchez, profil, et vous allez voir que j'aurai accès aux différents profils Salesforce. Ça, effectivement, c'est venu avec la sandbox. Hein. Donc, voilà les différents profils qu'on peut trouver dans Salesforce. Mais ceci ne m'empêche pas, par exemple, de créer un nouveau profil. Je peux créer un nouveau profil et dans ce profil-là, je peux décider ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Par exemple, dans ce profil-là, je peux dire effectivement que sur les comptes, je lui donne les droits de faire ci ou de faire ça, par exemple. Vous voyez, je peux effectivement définir ça. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les profils. Les profils, c'est tout simplement des différents, je vais dire ça comment, groupes où on peut mettre des personnes qui ont certains droits ou pas, tout simplement. Voilà à quoi ressemble un profil. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur le profil? On peut avoir un profil pour les vendeurs, on peut avoir un profil pour l'équipe service, un profil pour l'équipe administration. Voilà comment on définit les profils. Est-ce qu'il y a des questions sur les profils, s'il vous plaît? Merci, Cécile. Parfait. On continue. Donc, voilà un peu concrètement comment se passe les profils. Maintenant, derrière ces profils-là, on peut aussi avoir ce qu'on appelle les permission set group. Les permission set et les permission set group. En gros, c'est quoi? C'est qu'on veut étendre les permissions au-delà du profil. L'idée, c'est d'être beaucoup plus flexible. Donc, je peux définir un profil pour les vendeurs. D'accord? Ça, c'est le profil. Mais après, derrière cela, je me dis, OK, je vais effectivement donner des permissions ou alors je vais créer dans ces profils-là des groupes de permissions. Donc, en gros, on aura parmi eux, on aura les vendeurs, on aura le profil vendeur, d'accord? Imaginez que dans le profil vendeur, on a, par exemple, dans l'automobile, les 4 vendeurs plus le manager, ils auront tous ce profil vendeur. Mais par contre, au manager, je peux rajouter des fonctionnalités, par exemple, sur les rapports et tableaux de bord. Et pour pouvoir faire ça, je vais aller dans Permission Set and Permission Set Group. L'idée, c'est que je prenne dans les profils des personnes bien précises à qui je donne des permissions que le profil n'aura pas. Donc, en gros, il pouvait être 10 000 dans un profil, d'accord? Mais je prends 5 personnes et j'attribue des permissions précises. Donc, à quoi ça ressemble généralement? C'est assez simple. Encore dans Salesforce, je viens toujours dans Setup et je tape juste là, Permission. Pardon. Permission. Vous voyez, j'ai Permission Set Group et Permission Set. Donc, Permission Set Group, effectivement, c'est le groupe de personnes à qui je vais décider qu'ils auront, malgré leur profil, ils auront des permissions supplémentaires. Donc, effectivement, je peux créer un New Permission Set Group. Simplement. Quand je le crée, à ce moment-là, effectivement, je vais devoir manager les assignments. En gros, définir ce que je leur donne comme attribution, tout simplement.
Donc, ça, c'est les groupes que je crée. Et effectivement, les permission sets, c'est littéralement ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez, effectivement, voilà les différents permission sets. Et je peux décider que je vais attribuer, par exemple, Orchestration Project Manager au groupe en question que j'ai créé. Voilà. Donc, dites-vous que pour le permission set groupe et permission set, c'est aller au-delà du profil. C'est donner effectivement dans des profils des permissions pour des actions bien précises. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur le permission set groupe, s'il vous plaît, et le permission set? Non. Parfait. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le field security. En fait, c'est assez simple. Hein. Dites-vous que, en général, quand un collaborateur crée un compte, d'accord, il peut avoir le droit de modifier le compte. C'est légitime. Par contre, si l'équipe commerciale crée des comptes, oui, on est d'accord qu'elle peut avoir le droit de modifier le compte. Imaginons l'équipe d'accueil. L'équipe, effectivement, qui reçoit les clients à l'accueil et qui leur dit bonjour, bienvenue chez nous, comment vous allez, tout et tout. Est-ce qu'on va leur donner la permission de modifier les comptes? Le management peut dire non, non, ils peuvent voir les comptes, mais ils ne vont pas les modifier. À ce moment, effectivement, on va mettre de la sécurité sur les champs. Très important. Ici, la sécurité se fera que sur des champs. Soit on restreint la visibilité du champ, soit on restreint le fait que tu puisses modifier le champ. Donc, par exemple, dans une réalité factuelle, ça ressemblera à ceci. On pourrait se dire que dans les prospects, d'accord, on donne, dans les prospects, on dit effectivement que le champ, par exemple, nombre d'employés, on le bloque pour les personnes de l'accueil. Ils ne peuvent pas, ils n'auront pas ce petit crayon-là, en fait. Le petit crayon veut dire que tu peux modifier. On le bloque, ce qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas modifier cela, tout simplement. Donc, c'est possible. Il y a un truc qui est tombé là. Et on le bloque pour qu'il ne puisse pas modifier. Par exemple, regardez juste une particularité. Compte créé par qui? On a mis le prénom et le nom. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas de petit crayon. Parce qu'en termes de sécurité, effectivement, je n'ai pas le droit de changer qui a créé le compte. Pareil pour qui l'a modifié dernièrement. Ça, effectivement, c'est un field security. Je ne peux pas changer celui qui a créé le compte. Par contre, je peux changer l'adresse, je peux changer le C-code, je peux changer le propriétaire du compte, du lead, mais je ne peux pas changer effectivement qui a créé ou qui a modifié. Ça, c'est le field security. Vous voyez effectivement que la sécurité, c'est sur un seul champ. Ce n'est pas sur tout, c'est juste sur ce champ-ci. On m'a dit, Marc, avec ton profil, tu n'as pas le droit de changer cela. Donc, voilà comment effectivement on peut gérer sur qui peut faire quoi de manière personnalisée dans l'outil Salesforce. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le field security, s'il vous plaît? Ou c'est assez clair? Parfait. Ça semble assez clair. Et du coup, merci Cécile. Et du coup, on arrive au rôle and hiérarchie. En fait, ici, c'est les rôles et la hiérarchie tout simplement. Dites-vous effectivement que ici, on va définir les accès de données selon l'organigramme de l'entreprise. On est d'accord effectivement que si une entreprise comme IBM basée aux États-Unis, qui a des succursales en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, d'accord? On est d'accord que le QG aux États-Unis a le droit de voir toutes les données dans les différents succursales dans le monde entier. Cependant, le bureau de Londres n'a pas le droit de voir les données de New York, par exemple. Ou encore le bureau de Johannesburg ou le bureau de Douala ne peut pas voir les données de Dakar ou de Lomé. Par contre, la direction générale chapeaute tout le monde. Et par exemple aussi, la direction, entre guillemets, régionale de Yaoundé peut voir plus des infos des différentes villes du Cameroun. Par contre, Bafoussam ne peut pas voir
Bamenda. Ou alors, Paris peut voir Saint-Étienne, Bordeaux et autres. Par contre, Bordeaux ne peut pas voir Saint-Étienne parce qu'effectivement, ils sont au même niveau. C'est littéralement selon l'organigramme que l'on décide comment est-ce qu'on donne accès aux données. Et à quoi est-ce que ça ressemble dans un outil comme Salesforce? C'est assez simple, toujours comme on le fait. On va dans Setup et ici, on va taper Rôle et on va dans Rôle et voilà. Comment est-ce qu'on paramètre cela? Soit on le fait selon le territoire, comme je l'évoquais à l'instant. Vous pouvez voir effectivement qu'on a le CEO ici. Ici, on a la région de l'Ouest, Est, international, ainsi de suite. Donc, vous voyez effectivement que la CEO, elle chapeaute tout le monde. Le directeur de l'Ouest, il va voir que c'est vendeur de l'Ouest. Le directeur de l'Est voit que c'est vendeur de l'Est. L'international voit que les vendeurs internationaux. Par contre, comme ils sont au même niveau, ils ne voient pas les uns des autres. Pareil pour ici, ils ne voient pas les uns des autres. On peut aussi le faire par rapport aux produits. D'accord? Ici, c'est du hardware qu'il vend. Lui, c'est le hardware et c'est le networking. Chacun voit effectivement ses produits. Donc, moi qui suis directeur du hardware, je ne verrai que du hardware dans mon Salesforce en termes d'opportunités. Moi qui suis directeur du software, je ne verrai que du software. Ainsi de suite. On peut aussi partir sur du company size en termes de la taille de l'entreprise. Donc, on peut voir effectivement que le CEO voit tout le monde. Par contre, effectivement, si je gère les 1000 plus riches, les 1000 personnes les plus riches au monde, ben, je ne verrai que les 1000 personnes les plus riches au monde en termes d'opportunités. Moi, je gère les marchés moyens, je ne verrai que les marchés moyens. Par exemple, qui sont à moins d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et si je fais les petits marchés, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle effectivement dans Salesforce les rôles et les rôles hiérarchiques. Ça permet effectivement, selon l'organigramme ou alors l'organisation de l'entreprise, de savoir qui a le droit de voir quoi. Donc, durant l'examen, quand vous pensez à rôle et rôle hiérarchique, s'il vous plaît, pensez à cette image ici en fait. Vous avez effectivement quelqu'un au-dessus qui voit ce que l'autre ne voit pas, et ainsi de suite. Voilà un peu à quoi ressemblait le rôle hiérarchique. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Merci. Donc, du coup, un utilisateur, moi, je suis un utilisateur, je prends un utilisateur lambda. Bon, là, je me suis pris moi. Ici, vous avez la fiche, effectivement, de l'utilisateur. C'est ici que vous pouvez consulter littéralement tout ce à quoi il a droit ou ne pas avoir droit en termes de sécurité. Vous allez dans la fiche de l'utilisateur, dans User, vous le choisissez et vous pouvez voir effectivement que lui, il n'a pas de permis sur cet assignment, il n'a rien du tout. On peut voir tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'a pas. Il n'est pas dans une équipe, ainsi de suite. Voilà. Et les détails sont là plus bas. Hein. Voilà. Et s'il faut modifier cela, on peut tout simplement dire je veux rajouter un permis sur cette groupe ou so on. Mais bon, là, on n'est pas dans l'information d'administrateur, mais c'est pour visualiser effectivement à quoi ça ressemble. Donc, c'est ici qu'on sait effectivement qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en fait en termes de visibilité ou d'édition des champs dans Salesforce. Voilà. Donc, ça, c'était pour rôle et hiérarchie. Sharing role, c'est aussi une autre façon pour Salesforce de dire comment est-ce que je donne accès aux personnes qui sont hors de leur rôle en fait. On dit sharing record access to user outside their role. Donc, du coup, tout à l'heure, je vous ai montré effectivement les VP, par exemple, de hardware. Comment est-ce que j'arrive à lui donner effectivement des rôles, des accès qui ne sont pas dans son rôle en fait? Là, à ce moment, j'utilise le sharing role, tout simplement. Dans le sharing role, c'est-à-dire, je vais me baser sur le rôle, mais je me rends compte effectivement que c'est celle qui est en charge des équipes hardware, malgré son rôle, qui est hardware, elle a besoin de voir le software. À ce moment-là, je mets un sharing role qui lui donne effectivement la possibilité de faire du hardware, de voir du software, tout simplement. Donc, c'est bien effectivement outside des rôles hiérarchiques.
C'est vraiment au niveau dont je parle du rôle que j'ai vu précédemment et je donne des accès basés sur ce rôle-là, tout simplement. Voilà un peu quand on parle de sharing role. Voilà, on a sharing settings qu'on verra tout à l'heure, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Oui, Marianne. Oui, Cécile. Oui, en fait, c'est juste pour savoir, en gros, si quelqu'un est amené à remplacer un manager malade, Oui, c'est plus les sharing roles qu'on va utiliser. exactement. Exactement. Si c'est deux managers, tu as tes équipes, moi j'ai mes équipes, mais pour des raisons de maladie, tu es absente, d'accord? Et moi je suis manager, mais sauf que on a deux départements très différents. À ce moment, effectivement, c'est très simple, hein. On me met des sharing rules à l'instant là pour que je puisse effectivement voir tes activités, tout simplement. Et rappelez-vous effectivement que tout ce qui est mis peut être enlevé. C'est-à-dire, le jour où ceci revient, on peut me les enlever, tout simplement. OK. Voilà. Et l'idée première de Salesforce, c'est vraiment dans une continuité. Il veut faire en sorte que malgré les absences, qu'on puisse avoir une continuité dans l'activité. Oui, Marianne. Non, c'est bon, je voulais savoir, mais je me dis c'est ça va. En faisant le sharing room, si en cas d'absence d'un supérieur, si je peux prendre comme ça, je pense comme ça, on peut pas limiter l'accès, on peut pas limiter l'accès à moitié, que On peut-être peut tout qu'il faire. peut faire On seulement peut tout faire. ceci. On peut. Ok, c'est bon. On peut. Parce que je croyais que sharing role, c'est juste donner l'accès à un truc Non, on peut précis. limiter, on peut faire plein de choses. Après, la seule difficulté, en fait, c'est juste qu'il faut trouver, il faut que l'administrateur soit disponible pour le faire. Parce que généralement, la maladie, elle ne prévient pas. C'est ce que je veux dire. Donc, du coup, généralement, c'est du jour pour le lendemain. Il faut tout paramétrer, quoi. Il faut juste que l'administrateur de la part de cette force soit disponible pour le faire. Mais effectivement, on peut même créer un nouveau rôle pour lui, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut se dire, on veut que Marc remplace Cécile. Par contre, on ne veut pas que Marc voit ceci, voit cela. Et l'administrateur crée littéralement un profil seulement pour moi, hein. Juste pour ça, quoi. Oui, Cécile. Donc si je me souviens bien, pour créer le rôle, justement, pour déterminer, c'est dans user, c'est ça? Ou c'est dans profil? Dans Setup. Dans Setup, en fait, Ouais. donc, Et quand je vais dans après? Setup, dans rôle, under User, sous User, en fait, si tu vas dans User, effectivement, tu as rôle, en fait. Moi, je t'invite tout D'accord. simplement à renseigner rôle ici et tu l'auras là. OK. Donc, du coup, pour Maria, comme je disais, on peut tout faire. On peut même créer un nouveau profil seulement pour la personne. Imaginez que vous avez un employé qui va venir travailler avec vous pendant juste 3 mois. On peut lui créer un profil seulement pour lui. On veut bien définir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. On le crée. Donc voilà, c'est possible. Public Group. Maintenant, on passe à Public Group. En fait, c'est un groupe d'utilisateurs qu'on a mis ensemble pour simplifier le sharing rule et la gestion d'accès. Ça, c'est aussi notre manière pour Salesforce de pouvoir trouver un moyen de faire la sécurité. C'est la raison pour laquelle, pendant l'examen, vous aurez des questions, éventuellement, bon, non, ça ne sera pas sur admin, ça. Mais voilà. Ici, le public group, c'est je prends un groupe d'utilisateurs que je mets ensemble et je dis effectivement, en termes de sharing rule, je vous donne ceci. En termes d'accès de données, je vous donne cela. C'est un public group, tout simplement. C'est un groupe public, tout simplement. On peut aussi mettre en place. Vous voyez effectivement qu'il y a plusieurs manières de gérer la sécurité. Donc, un public group dans la réalité peut être un groupe de personnes. On a peut-être recruté des stagiaires, voilà, qui vont passer 3 mois, ils sont 10. On peut créer effectivement un public group pour eux, où effectivement on dit, bon, en termes de partage d'informations, voilà ce qu'ils peuvent faire. En termes d'accès de données, voilà ce qu'ils peuvent voir. Tout simplement. On peut faire ça aussi. Donc, la petite nuance avec ces c'est que des fois, on peut vous poser une question. Ça ne viendra pas pour l'examen c'est plus pour les admins, où on vous donne 3 propositions de solutions. Les 3 sont vraies. Par contre, on voudrait que vous puissiez choisir la plus courte ou la meilleure. Parce que des fois, effectivement, on peut arriver au même résultat, mais tout dépend du cheminement. Donc, c'est la petite nuance qu'il faut comprendre aussi sur Salesforce. Tous les chemins mènent à Rome dans Salesforce, littéralement.
Donc, dites-vous que le public group, c'est tout simplement un groupe d'utilisateurs à qui on veut simplifier le sharing rule et l'accès aux données, tout simplement. Et après, il y a ce qu'on appelle le manual sharing, qui est littéralement où je vais au cas par cas. En gros, dans une entreprise, on a un profil bien défini pour les vendeurs, mais il y a un vendeur spécialement qui est très adroit dans Salesforce, qui est très bon, et je voudrais effectivement qu'il puisse mettre en place des rapports et tableaux de bord pour ses collègues. Je vais lui donner, à travers un partage manuel, l'accès au compte, au rapport et tableau de bord. C'est ce qu'on appelle manual sharing. Je vais littéralement dire ceci, je lui donne le droit de le faire. C'est le manual sharing. C'est manuel. C'est vraiment en un clic qu'on se dit, je lui donne ça. Et ça arrive vraiment pour une personne. Et c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est pour donner des petites options, quoi. On ne donne pas grand-chose. Hein. C'est des petits trucs. C'est par exemple voir le revenu annuel du client, des trucs comme ça, qu'on peut donner à une personne bien précise. Donc, on appelle ça le manual sharing. C'est aussi une manière de gérer la sécurité dans Salesforce. C'est tout bon pour le manual sharing, s'il vous plaît? Parfait. Maintenant, on a ce qu'on appelle le sharing set. C'est quoi le sharing set? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez remarqué que quand nous, on se connecte sur Salesforce, on a cette belle vue-ci. On est d'accord, elle est très belle. Hein. Moi, je l'adore. Hein. Personnellement, j'aime la vue Salesforce. Sauf que ça, c'est parce que je suis configuré comme un interne. En gros, dans une entreprise qui a acheté Salesforce, qui a une licence qu'on appelle Sales Cloud, par exemple, elle va voir ceci. Et imaginez effectivement que l'entreprise en question ait des partenaires avec qui elle travaille. L'entreprise est basée à Conakry et elle décide effectivement qu'elle a des partenaires dans la sous-région. Par contre, elle ne veut pas leur donner accès à cette vue-ci, en fait. Elle se dit, non, on ne va pas leur donner accès à cette vue-ci. Il y a que la licence coûte $25 par mois. Ça nous coûte trop cher pour rien. Il faut qu'on leur donne une autre vue où ils n'ont pas besoin d'un username ou d'un mot de passe, où ils vont juste avoir besoin d'un lien Internet. On paramètre un SSO et ils cliquent sur le lien, ils auront accès à Salesforce. Mais en termes de fonctionnalités, ils seront très limités. Par exemple, ils ne pourront pas créer des rapports tableaux de bord. Ils ne pourront pas créer de compte. Ils pourront juste consulter. En gros, c'est des utilisateurs externes à l'entreprise, mais qui ont besoin d'avoir accès à Salesforce. Comment on les appelle? On les appelle les community users. Ces personnes-là sont appelées community, comme ça se voit à l'écran. Ces personnes sont appelées community users. C'est des utilisateurs de la communauté. Ils ne sont pas internes à l'entreprise qui a acheté Salesforce, ils sont externes, mais ils ont quand même besoin d'avoir accès à Salesforce. Donc, pour eux, on a créé ce qu'on appelle le Sharing Set. C'est un outil de gestion d'accès de données qui permet de donner accès ou de donner accès, de donner des droits aux personnes externes à l'entreprise. Et comment on le fait? Tout simplement, on le fait ici dans Sharing Set. Sharing Settings, on peut le voir là en fait. Toutes ces personnes, ici effectivement, c'est seulement pour les personnes qui sont externes à l'organisation. Donc voilà, comment on peut gérer le Sharing Set. Voilà un peu pour le Sharing Set. En gros, dites-vous que Sharing Set permet de donner des droits aux personnes externes à l'organisation, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? OK, parfait. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on a exactement 11 minutes pour faire nos practice questions et nos quiz. Donc, allez, on va y aller. On va commencer par notre première question, s'il vous plaît. On vous dit, you are looking to add a new deal in Salesforce. Which aspect of Salesforce is best to house a new deal? Je tiens à préciser quelque chose. Vous avez remarqué effectivement que c'est de l'anglais américain à chaque fois que je fais les questions.
normal parce que pendant l'examen, ce n'est pas l'anglais british que vous aurez en face de vous, c'est l'anglais américain. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que les phrases sont souvent un peu bizarres si on parle anglais british. On se dit, pourquoi ils vont dire best to house? Moi, j'aurais dit best to accommodate. Mais c'est l'anglais américain. Voilà, donc il faut vous habituer, s'il vous plaît. Donc, quelle est la réponse, s'il vous plaît? You are looking to add a new deal in Salesforce. Which aspect of Salesforce is best to house a new deal? Quelle est la bonne réponse pour vous? Je vous laisse. Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Account. OK, parfait. Merci. Cécile? Moi, je dirais lead. OK, parfait. Marianne? Je te reviens, Jordan. Marianne? On a perdu Marianne? Non, 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 je suis là. C'est que je suis en train de vouloir comprendre le sujet. Ah, OK. La question, c'est you are looking at which aspect of self-love is best to c'est lead. OK, parfait. Jordan, je te reviens, dis-moi. Oui, oui, en fait, ça peut pas être account parce qu'en fait, on dit new deal. Donc, je vais penser plutôt à opportunity. Okay, parfait. Opportunity. OK. Je traduis la question. Vous cherchez effectivement à renseigner un nouveau deal dans Salesforce. Un deal, effectivement, c'est une nouvelle vente, en fait. Quel est l'aspect dans Salesforce qui est le mieux placé pour pouvoir effectivement accueillir le deal, accueillir la vente? Là, on veut accueillir la vente, en fait. Le deal veut dire qu'on a gagné. Et qu'est-ce qu'on gagne, Cécile? Ah, c'est une opportunité. Exactement. Marianne, c'est une opportunité. Le Ouais. deal, effectivement, c'est une opportunité. Parce qu'effectivement, lead, c'est tout simplement au début. Ce n'est pas encore un client, c'est juste un prospect, c'est quelqu'un qu'on démarche. Account, c'est quelqu'un dont on a créé le compte parce qu'on se dit, bon, on va peut-être lui vendre quelque chose demain. Par contre, si on parle de deal, ça veut dire qu'on a fait un deal, on a gagné quelque chose, donc c'est opportunity. Okay. Parfait. Donc, il ne faut pas faire, je crois peut-être c'est deal et lead qui vont un peu perturber, mais non, lead, c'est vraiment le prospect. OK. Un Salesforce associate is setting up a sales team for their security settings. You have all sales reps who need the same access and the manager who need few additional features. How should we configure this access? Je vous laisse lire pendant 1 minute et puis on répond. Et j'ai donné la réponse tout à l'heure quand je parlais des profils, en fait. Je voulais donner la réponse. J'ai même pris l'exemple, en fait, très parfait dessus. Donc, je vous laisse répondre. Encore une fois, sachez que dans cette question-ci, les 3 réponses peuvent être vraies. Mais il y a une qui est la plus appropriée. Et c'est ça que Salesforce veut. Elle veut la réponse la plus appropriée. Mais les 3 réponses peuvent être vraies. Je veux dire, je peux faire les 3 réponses, j'ai le même résultat, quoi. Mais on veut la réponse la plus appropriée. Allez, on y va. Marianne. Marianne? Marianne? Oui, je suis là. OK. Je suis là. La réponse pour toi, ce serait quoi, s'il te plaît? How should we configure this? Je vais faire
un profil. Oui. Je vais créer un profil. Attends. You have all oh, l'anglais aussi. Hein. The Choisis juste same, la réponse. 1, 2 ou ils 3. doivent avoir le même Excel manager. You need to fit additional feature. Bon, je vais prendre le quoi. Merci. Cécile? Moi, j'hésite entre le 1 et le 2. Mais en même temps, parce que, en fait, si j'ai bien compris, les managers, enfin, le manager, il veut. Il veut des permissions additionnelles. Ouais, il veut des permissions en plus. Par Ok. contre, il est dans le même profil que. En fait, c'est tout simplement les équipes de vente avec le manager. On l'a créé un profil parce que de toute manière, c'est tous des managers, des vendeurs. Cependant, au directeur, au manager, il faudrait qu'on lui donne une permission supplémentaire. Ah, bah alors, du coup, c'est le dernier. Parfait. OK. Pardon, Jordan. Oh, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Jordan. On a rien répondu, non? Oui, on a rien répondu. Effectivement, c'est le dernier. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Des fois, le 1 aussi peut être vrai. Je peux faire le 1. Sauf que ce n'est pas optimal. Ce n'est pas recommandé par Salesforce. Par contre, j'aurai toujours, ça fonctionnera toujours. Mais sauf si Salesforce va me dire, mais Marc, tu peux faire le 1, ça marchera. Tu peux créer deux profils, un profil vendeur, un profil manager. Mais ce n'est pas le but de Salesforce. Ils veulent optimiser l'usage. Donc, ils vous disent, on crée un profil vendeur et à côté, on donne une petite permission à notre manager, tout simplement. Parfait. Voilà. Allez, le petit quiz. On voit si vous faites des recherches. Et utilisez juste le vocabulaire, tout simplement. N'allez pas chercher loin. Le vocabulaire, les mots. On vous dit dans Salesforce, quel outil vous permet effectivement de savoir que un champ adhère à certains critères avant l'enregistrement. Ah, d'accord. Ok. La réponse est parfois dans la question. Moi, j'irais validation rule. Tout simplement. D'accord? Marianne et Jordan, ce sera validation rule en fait. Tout simplement, c'est dire, avant de pouvoir enregistrer des informations, il y a une règle qui a été mise en place. Par exemple, il faut remplir absolument le numéro de téléphone. Si le numéro de téléphone est rendu obligatoire et vous ne le remplissez pas, ça ne marchera pas, tout simplement. Donc, c'est les différents champs, par exemple, qu'il faut remplir pour pouvoir valider, enregistrer une information. C'est ce qu'on appelle le validation rule. OK. Ça va pour Jordan, ça. Bien faire attention à la question. Un administrateur a besoin de restreindre la visibilité sur certaines données. Quel outil va-t-il utiliser? On a bien dit restreindre la visibilité sur certaines données. On n'a pas parlé d'objets. On n'a pas parlé d'application. On a parlé de données. Et une donnée dans un field, dans un champ. C'est vrai quoi la réponse alors, s'il vous plaît? C. OK. Champ. Marianne? Champ. Level là. Field level security. OK. Jordan? Oui. Voilà, effectivement, c'est au niveau du champ. Là-bas, effectivement, qu'on va faire la manip. Là, vous devrez avoir toute la réponse, s'il vous plaît. Je l'ai mis encore ici exprès. Ah oui. Ok. Moi, je Voilà dirais la la réponse, s'il vous A. plaît. Pardon? Cécile? Ah non. Ah ben là, j'ai un doute maintenant. J'avais dit la A. Mais du coup, c'est Je formule opportunity. la question en français. Quel objet Salesforce
va être utilisé pour pouvoir traquer ou tracer les ventes. Ah, bah, c'est l'acompte. Les ventes. Dessus, on voit pas les, dans le Mais ça compte. vient d'où, en Bah, fait? Je suis d'accord. Dans le compte, on peut voir les ventes, mais ça vient d'où? des opportunités. Exactement. Donc, faites attention, s'il vous plaît, dans cette logique-là. Oui, dans les comptes, je peux voir les ventes, mais en fait, on n'enregistre pas les ventes dans les comptes. On fait les comptes, on fait les ventes sur un objet appelé opportunité, qui effectivement est relié au compte. Donc, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer concrètement. Voici un compte. Voici un compte client, par exemple. Et c'est ici, effectivement, je peux voir les opportunités. Tu vois, Cécile, l'opportunité, Ouais. elle est là. Mm. Mais tu vois, je suis d'accord que oui, on peut voir les opportunités, les ventes ici. Mais en fait, c'est une réponse indirecte. Parce que la réponse directe, c'est quoi? C'est que si je veux vraiment voir cette opportunité, cette vente ici, je vais venir dans opportunité, en fait. C'est ici que tout commence, en fait. Donc, voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est souvent tricky, parce que des fois, la réponse n'est pas fausse, mais n'est pas la plus adaptée. Donc, voilà. Mais effectivement, oui, on peut voir là, mais ça viendra d'ici. C'est clair pour tout le monde, Marianne et Jordan, s'il vous plaît? Oui, Oui, c'est oui. C'est bon. D'accord. Donc, du C'est coup, clair. voilà. Donc, la réponse, c'est opportunité, parce que c'est là-bas que tout commence pour les ventes. Yeah, ça c'est long comme ça. What is it? Prenez 2 secondes, vous lisez. Ok. C'est quoi le Next. Master Detail Relationship in Salesforce? Moi, je dis le C. OK. Ici, il a dit le C. Jordan. Je crois qu'il a Je dit lis le C encore. aussi. Je lis encore. Ah, il est encore, d'accord. Non, non, je lis encore. Donc, c'est quoi le Master Details? Je vais faire une référence tout bête. Hein. Le Master Details, dites-vous que c'est le maître et l'employé. Dites-vous que c'est une relation maître et employé. Ou l'un ne peut exister sans l'autre. Oui. Ou alors, pas vraiment, parce que en fait, le maître peut exister quand même sans l'employé. Hein. Par contre, si l'employé renvoie, si le maître renvoie l'employé, l'employé n'a plus de travail, quoi. Je dirais On est d'accord. le A. OK? Si tu le dis, on attend Marianne. Pardon, c'est trop long, papa. Je vais pas. OK. Je veux pas. Du coup, on va revenir à quelque chose. Je vais vous montrer ça. On a vu ça il y a quelques jours, il y a 2 jours. Lisez cette partie, s'il vous plaît. Why Master Detail Relationship create strong dependencies? Il crée de la dépendance. Par exemple, each opportunity line item, c'est-à-dire le produit qu'il y a dans l'opportunité, doit appartenir absolument à une opportunité. Si l'opportunité est effacée, le produit aussi est effacé. C'est ça le Master Details. C'est que si le maître disparaît, l'employé disparaît. D'accord? Donc, du coup, je reviens à la question, Cécile. Si le maître disparaît, l'employé disparaît. Cécile, c'est quoi la réponse? Si le maître disparaît, l'employé disparaît. Ah, alors du coup, Moi, je choisirais la question 1. La réponse 1. OK. Le A pour Marianne, le A pour Jordan. Cécile, c'est quoi la réponse pour toi? Si le maître disparaît, l'employé ouais. disparaît.
problème, c'est mon anglais qui est compliqué, mais C'est Je l'anglais sais, là oui. qui me Ouais. dérange, ça excusez-moi. comprend le temps. Parce que souvent, après, si on faisait en français, j'aurais moins de soucis, mais bon. Si on faisait en français, je vous préparais pas très bien pour l'examen. Hein. Jordan a une avance sur nous. Ouais, tout ce que vous montre là, vous allez le voir à l'examen comme ça, hein, sous cette forme-là. Ouais, Donc, ouais. ici, on dit a many-to-many relationship where the master object, en gros, une relation à plusieurs interactions, où le maître, l'objet maître, contrôle certains comportements de l'objet employé. Ok. Donc, c'est le A. C'est pour dire effectivement que si le maître décide de disparaître, ben, l'employé disparaît aussi, tout simplement. Voilà, donc c'est le A. C'est ça le master detail relationship. C'est maître et employé. Et pour terminer, vous devrez tout savoir. Allez, s'il vous plaît. Et puis on a terminé pour ce soir. Comment est-ce que on peut contrôler la visualisation des données dans Salesforce? Est-ce qu'on va passer par les profils? Rappelez-vous, les profils, c'est des groupes de personnes à qui on donne certains droits. Ça peut être un profil vendeur, un profil manager, un profil administrateur, un profil hôtesse d'accueil. Est-ce que finalement, c'est déjà, on donne des 7, pardon, c'est 7, hein, j'ai mis step, mais c'est step, c'est 7. Des 7 de permission, tout simplement. On dit, on en a X ici, A, Y là-bas, ou alors finalement, c'est les deux. C'est les deux. OK, merci Cécile. Qui d'autre? Jordan? Moi aussi, c'est les deux. OK. Et enfin, Marianne? Moi, je dirais le B. Hein. Donc, pour toi, Marianne, on ne peut pas effectivement gérer la visibilité avec le profil. On peut pas. Bon, si j'ai accès au profil, oui, je peux aussi avoir accès. Je peux avoir la visibilité de ce que la personne fait en fait. Oui, si on Donc, me donne conclusion, accès. alors, C'est vrai que c'est les deux qui peuvent aller. avec les deux, effectivement, on peut gérer la visibilité des Oui. données. Voilà. Donc, selon le paramétrage que je fais sur un profil, je peux décider ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas. Par contre, aussi, selon le lot de permissions que je donne aux personnes, je peux aussi contrôler ce qu'ils voient ou pas. Donc, oui, la réponse va être le C, parce qu'effectivement, avec les deux, je peux contrôler la visibilité des données dans Salesforce. Ok. Donc, voilà pourquoi aussi on peut voir que bon, l'anglais, voilà, mais comme vous avez 30 minutes en plus pendant l'examen, n'hésitez pas à les demander hein, dans l'enregistrement, quand vous allez vous enregistrer pour l'examen, précisez bien que vous voulez 30 minutes en plus. Comme ça, vous prenez le temps de relire, comprendre la question. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, messieurs et mesdames? Oui, comment se passe l'évaluation en fait? C'est en ligne, des trucs comme ça, comme s'il faut cocher, on te pose des questions en ligne, tu réponds, ou bien je sais pas. Ok, on va prendre 2 minutes, je vais en parler, même si effectivement il y a une session prévue pour ça. En fait, Salesforce a une plateforme en ligne, d'accord, qui s'appelle Web Assessor, où vous allez vous enregistrer. C'est là-bas que vous allez même payer effectivement votre certification qui coûte $75. Vous allez la payer. Vous allez choisir vous-même le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez vous passer la certification. Assurez-vous d'être ce jour-là dans une salle toute seule. Avoir pas de bouquin ou autre à côté de vous. Avoir une bonne connexion Internet parce que, en fait, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Quand la connexion Internet n'est pas bonne, votre examen va se stopper. Mais il est important qu'elle soit très bonne. Parce qu'effectivement, ils vont tester. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils vont tester. Ils vont tester effectivement aussi votre caméra, ils vont tester le son, et ainsi de suite. Donc, et pour, si pendant l'examen, à un moment donné, votre examen se met en pause, ils vont vous signaler, c'est parce que votre connexion Internet n'est pas bonne, tout simplement. Et ça, croyez-moi, c'est pas joli, joli. C'est chiant parce que derrière, il faut encore vous programmer, quoi. Donc, et vous avez accès effectivement à votre plateforme, vous vous connectez, vous avez 40 questions auxquelles il faut répondre, vous avez 10 minutes pour répondre aux questions.
Quand vous n'êtes pas francophone, anglophone, vous demandez 30 minutes en plus, ça fait 140 minutes. Donc, on est pratiquement sur 2 heures 20 minutes de temps que donc, vous pouvez utiliser et prendre le temps. Et 2 heures 20. Ouais, non, pardon. Non, c'est 100 minutes, 1h40. Vous pouvez prendre le temps, effectivement, de le faire. Donc, c'est 1h10 pour l'examen, soit en 10 minutes. Et quand vous êtes francophone, vous pouvez prendre 1h40 pour répondre aux 40 questions. Pour valider l'examen, il faut répondre au minimum 24 questions sur 40. Et sur les 40 questions, ils vont vous rajouter 5 questions bonus. En fait, 5 questions qui ne vont pas comptabiliser dans votre échec, mais ils vont les comptabiliser si vous réussissez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. OK. Voilà. Donc, ils vous donnent 5 questions bonus. Donc, en gros, si sur les 40 questions, tu as 23 bonnes réponses, d'accord? Sur les 40 questions, tu as 23 bonnes réponses. Là, effectivement, officiellement, tu n'as pas l'examen. Par contre, sur les 5 questions bonus qu'on t'a données, si tu as une bonne réponse, on va chercher la bonne réponse là. Ça va te faire 24 réponses. Et derrière, tu valides ton examen et tu as ta première certification Salesforce qui s'appelle Salesforce Associate. OK. Voilà. Donc, du coup, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, là qui est disponible. Et la semaine prochaine, on va être très pratique. On va passer au rapport et tableau de bord. Vous allez créer dans votre sandbox des rapports et tableaux de bord. Donc, je vous invite, peut-être pour Marianne, si tu n'es pas encore sur Threadhead, s'il te plaît, mets-toi sur Threadhead, crée ton compte Threadhead. On en aura besoin effectivement pour pouvoir faire des exercices sur les rapports et tableaux de bord. Parce qu'il OK. n'y a pas Le vraiment plus, de présentation à faire sur le tableau de bord. Hein. C'est vraiment de la pratique. On va les créer oui, ensemble, ainsi de suite. Et les rapports aussi, les tableaux de bord et les rapports. Oui, Marianne. oui, te plaît, le CRED, là, c'est l'application que tu es en train de montrer depuis là, tu es en train de partager avec nous là. En fait, ce que je vous montre là, c'est Salesforce. Ça, c'est Salesforce que je Oui, vous montre. Maintenant, pour pouvoir accéder à Salesforce, c'est un playground. C'est littéralement comme un terrain de jeu que je me suis créé, que j'ai généré. Pour pouvoir le générer, j'ai accédé à Trailhead. Là, je suis dans Trailhead. Et en fait, tu vois, tu as le petit bouton Créer Playground où tu peux créer ton espace de jeu où effectivement tu fais ce que tu veux. Donc, si tu veux, on peut prendre, tu me diras, même lundi, on se prend même 30 minutes, si tu me fais signe, et on le fait ensemble, il n'y a pas de souci. non, ce sera possible mardi, si possible. Il n'y a pas de souci. Mardi aussi, je suis disponible. Fais-moi juste des signes, on se 30 minutes, on s'appelle, et puis on te crée ton playground. Comme ça, tu as accès tu auras accès à la même chose que moi, là, quoi. Tout simplement. OK, merci. Ça, c'est le playground Salesforce. Et là, je suis dans Trailhead où je me suis créé mon playground. Tout simplement. OK. Voilà. Donc, tu me fais ces mardis et puis on fait ça. Cécile, tu as déjà ton playground, on est d'accord? Oui, oui. Parfait. Jordan aussi, normalement. Jordan? Ah, peut-être il est parti, comme c'est fini. Non, il est là. Allô, je suis là. Oui, tu as bien ton playground, on est d'accord? Oui, C'est Trailhead. oui, oui. C'est le, OK. c'est le lien qu'on avait mis OK. au niveau des commentaires là, non? Pardon? C'est le lien qui se trouve au niveau des commentaires là. Non, on ne va pas utiliser celui-là. On va plutôt passer par Trailhead, pas celui-là. On va passer par Trailhead. Ah, Pour OK. avoir des données. Pour les rapports tableaux de bord, on va passer plutôt par celui-ci parce que j'ai besoin des données en fait. L'autre, c'était vraiment où il faut partir de zéro. Mais maintenant, pour les rapports tableaux de bord, il faut qu'on utilise ce playground. C'est parce qu'il y a déjà plein de données disponibles. Vous voyez, il y a plein d'opportunités qui sont déjà créées, quoi. Et on en aura besoin OK. effectivement pour les rapports tableaux de bord. C'est pour ça que je suis venu ici en fait, dans le Threadhead. Donc voilà. OK. Merci. On a pris un peu plus de temps. C'est pas mauvais. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end, très bonne nuit et portez-vous bien. Bonne soirée. Merci. Bon week-end à Merci. tous. Merci. Merci.